Donc ça, c'est le générique de Plus belle la vie. Je viens de rallumer le micro parce que la meuf me balance, une fois qu'on a bien éteint et tout. Tu sais quoi? J'ai chanté le générique de Plus belle la vie de 2020. Mais pardon? Oui, c'est très drôle. C'est très drôle, mais c'est une anecdote qui est pas facile à caler parce que j'aurais pu le caler pendant le moment de et tout ça. Mais oui, c'est très moi. Et en fait, je disais que c'était ma voix sur le générique de Plus belle la vie et que je faisais aussi de la figuration pour mes heures d'intermittence à côté. Mais je t'en supplie, attends, remets parce que ça me... Ah ça va revenir, c'est une boucle, hein. Donc, De toute façon, je ferai l'insert au propre, je pense, mais... Si on tend la main pour elle, la vie est tellement. Salut Romy. Salut Chloé. Bienvenue dans Clo-Clo Club. Merci beaucoup. Je suis ravie de te recevoir dans cet épisode où on va parler de ta carrière. Mais pour ça, j'aimerais bien savoir qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeuristes? Oui, merci de me recevoir encore une fois. Je m'appelle Sœur Romy. Mon vrai prénom c'est Romy, juste pour que on situe par rapport à l'épisode. Tes deux personnalités. Mes deux personnalités, très important. Du coup, je m'appelle Sœur Romy, je suis autrice, compositrice, interprète. Je suis chanteuse. Je suis de Marseille, donc je suis venue de Marseille. J'ai pas du tout rapporté le soleil aujourd'hui. Ah bah là, on Très confirme déçue. le cliché de Paris gris. Très Enfin, déçue. c'est terrible. Mais voilà, je suis de passage sur Paris et je suis très contente de te parler aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Je Bon. vais très très bien, je suis très bien reçue avec le petit chat. Et Oui, ma petite j'avoue, on a tisane. Nouchka qui est vraiment juste à côté sur le canapé. Enfin, Oui, trop mimi. limite un podcast à 3, quoi. Exactement. Moi, je suis contente que tu sois dans de bonnes dispositions pour cet enregistrement. On va commencer avec une petite citation, parce que tu es auditrice du podcast, donc tu sais que j'ai prévu une petite citation pour toi. Absolument. Tu vas la lire et me dire à quoi ça te fait penser. Ok, Ça te va? trop bien. Avec ses ongles absolument incroyables. Je regrette là pour le coup de pas avoir la vidéo. T'as une manucure. Merci. Folle. D'ailleurs, je vais en profiter pour parler de mon amie qui m'a fait ses ongles, qui Vas-y, s'appelle hein. Glow de Gomme, et elle est très très forte. Elle est sur Marseille. Marseille. Elle est Trop très bien. très forte. Je la mettrai dans les notes de l'épisode. Trop bien. Alors, lately I've been believing that music predates speech. Dernièrement, je me suis mise à croire que la musique précède la parole. Debbie Harry de Blondie. C'est très très cool comme phrase. Je la connaissais pas du tout. Blondie, évidemment que je connais, évidemment que c'est une énorme ref. On m'a un peu comparé capillairement à Blondie parfois. Je suis passée par des phases Blondie. Mais même d'un point de vue musical, Oui, par ouais. certains aspects, je trouve que ça, en fait, quand je trouve la citation pour la personne, c'est généralement un peu les premières idées que j'ai d'association, tu vois, d'idées avec le profil, que Ouais. ce soit d'un point de vue artistique, compétences, etc., mais aussi purement physique. Il y a un peu des deux, ça se joue. Ouais. Et soit c'est le contre-pied, comme vous le verrez avec un épisode où on cite Patrick Sébastien, soit, Franchement. soit au contraire, c'est justement quelqu'un qui me fait penser à l'univers de mon invité. Et là, en l'occurrence, c'est exactement ça. C'est trop bien et la phrase est incroyable. Pour moi, je vais essayer de te dire ce à quoi elle me fait penser. La musique précède la parole. J'ai l'impression que c'est un peu quelque chose... moi, je sais que j'ai ce rapport-là à la musique et à la musique que je fais. Ça me permet de dépasser des choses que je vis. Et parfois, je les ai pas encore complètement intériorisées. C'est-à-dire que j'ai pas conscientisé à 100%. Mais le fait de passer par la musique, qui est un langage plutôt universel et qui passe aussi par le corps, par les oreilles, Ouais. au-delà du mental, ça aide à parfois approfondir certains sujets que toi-même t'avais pas encore complètement saisi, quoi. Donc pour moi, ça m'évoque ça. Ouais. Quand tu fais un son, Ouais. toi de ton côté, tu commences par travailler la mélodie et après par-dessus tu vas appliquer un texte, ou est-ce qu'au contraire tu as d'abord effectivement un texte qui te vient en tête, des premières bribes où tu te dis j'ai envie d'écrire ça, et par la suite tu le mets en musique? Alors moi, j'ai très peu de méthodes, j'avoue que c'est assez aléatoire. Dans un premier temps, quand j'ai commencé à écrire mes premières chansons, c'était vraiment la mélodie vocale, parce que j'ai commencé moi à faire du chant Ouais. à la base. Très jeune en Très plus. jeune, quand j'avais 7 ans. Donc j'avais un peu cette oreille-là habituée aux mélodies vocales, et c'est ce qui me touchait le plus, et ce qui continue de me toucher le plus, globalement. Et du coup, je commençais à écrire, à fredonner des choses, et puis après, à les mettre en musique, poser des accords dessus. Et je fredonnais souvent avec une idée... Enfin, les paroles arrivaient plus ou moins en même temps. C'est bizarre, mais en tout cas, pas les paroles définitives, mais le thème, sans Oui, en dégager... fonction de ce ouais. que tu fredonnes, En effet. tu vas y mettre quelque chose de plus joyeux ou Oui. pas, et teinter comme ça ton son.
Voilà, C'est je caricature un petit peu, Non, mais c'est exactement ça en fait. Mm. Je me laissais porter un peu. C'est plein de choses en même temps, plein de facteurs qui se mélangent et d'un coup, ta mélodie elle est plutôt en mineur, donc du coup c'est quelque chose de plus. Ça fait un peu plus triste, grossièrement, et ça va t'évoquer plein de trucs. Et par contre, récemment, vu que j'écoute des projets un peu plus instrumentaux depuis quelques temps, j'ai beaucoup ce truc d'ambiance et de paysages mentaux en fait. Où je me mets sur mon ordi, sur mon logiciel de MAO. Et c'est musique assistée par ordinateur. T'es trop forte, merci de préciser. Pour ceux qui ne connaissent pas. Tu utilises quoi comme logiciel? Logic. Ok. Logic Pro. Et en fait, là, depuis quelques temps, ouais, je cherche des textures, je cherche des choses qui correspondent à des couleurs que je vois, ou des scènes de films, ou des Presque paysages. de la synesthésie, en fait, d'association comme ça. Et ça, c'est très récent, mais Mhm. je kiffe de ouf. Enfin, il y a vraiment un truc où je m'auto-mets dans une ambiance, tu sais. C'est assez méditatif comme truc. Et après, il y a d'autres thèmes qui arrivent. Et peut-être que ça aussi, ça m'a aidé à parler d'autres choses, à avoir d'autres Sortir idées. un petit peu des thèmes récurrents que Et t'abordes dans ta justement vie. sortir de ce que naturellement, ce dont je parle d'habitude. en Ouais, fait. là, tu faisais signe de montrer même ta tête, sortir de ta tête d'une certaine façon. Ouais. Bah alors, moi, c'est le gros, le gros sujet, en effet. C'est ce que tu retrouves, toi, dans la musique, effectivement, c'est ce qui te permet d'aller au-delà, en fait. Ouais, alors c'est pas simple tout le temps. C'est Mhm. en tout cas, c'est la chose qui me permet le plus, de sortir de mon mental qui m'envahit pas mal la plupart du temps. Ça a pas toujours été le cas parce que, comme je disais, j'ai commencé très jeune et j'ai eu un rapport assez scolaire très vite à la musique. Et pas dans le bon sens. C'est-à-dire que je me suis très vite mis une énorme pression. D'un côté, c'était la chose qui m'animait le plus et de l'autre, c'était la chose que j'estimais tellement le plus au monde qu'il fallait que ce soit bien. Je me permettais pas de tester des choses, même très jeune. Il fallait être Il excellent. fallait que ce soit bien, il fallait que ce soit juste, et ça l'était jamais assez, à mes yeux. C'est un peu la logique du conservatoire, t'as ce côté d'être complètement. là pour vraiment bien connaître, faire, etc. Oui. Sachant que toi, t'en as fait tes études, mais en Oui. plus de ça, tu m'avais dit... Alors, pour information, chers auditeurs, moi, j'ai reçu une petite présentation que t'envoies en fait dans ton kit presse pour présenter ton travail et ton parcours. Et tu précises dedans que donc, tu as commencé le chant à 7 ans, mais qu'à 10, tu étais déjà sur scène dans une comédie musicale. En termes de pression. Tu vois, sur le coup, on se dit c'est trop cool, hyper kiffant comme projet pour une enfant, et en même temps, j'ai imaginé le travail derrière et la discipline. Une enfant comme moi. Enfin, franchement, j'étais une boule de stress. Oh mais là là. après, comédie musicale, on s'entend, c'était pas Broadway. Hein. C'était pas. Non, mais c'était super. Et franchement, je crache pas du tout dans la soupe parce que c'était trop bien et ça m'a. Enfin, c'est mes premières scènes, concrètement. Ouais, et puis t'es quand même avec d'autres chanteurs-chanteuses sur scène, ça change la dynamique. Ouais, et en fait, moi, c'est ce qui m'a le plus plu. Et je crois que c'est ce pourquoi, après, j'ai voulu faire de la scène, malgré le fait que ça me faisait peur. Mais peur à chaque fois que je devais monter sur scène. Mais vraiment, je me disais... Pourquoi tu t'infliges ça? À chaque fois, j'avais cette réflexion. Et puis, il suffisait que je me retrouve sur scène avec soit les autres musiciens, soit les autres chanteurs avec qui, chanteurs-chanteuses avec qui je partageais la scène. Et je captais un regard. Et là, je me disais, ok, je suis remplie d'une énergie que je retrouve nulle part ailleurs. Et c'est ça que je veux faire. Et ça me sert encore aujourd'hui, quoi. Et cette énergie, tu l'as plutôt avec tes collaborateurs sur scène, plus qu'avec l'audience. Alors ça, j'essaie de travailler. J'essaie de travailler dessus. Parce que j'ai été coachée quand même pour ça récemment, justement parce qu'on me disait c'est trop bien en tant que public de voir qu'il y a une espèce de connexion entre vous sur scène, c'est super. En revanche, il y a le public aussi et c'est très important d'être dans le don aussi et dans la générosité et c'est vrai que j'apprends à le faire. J'avais un gros problème moi de gestion j'ai des paroles qui sont assez je parle de sujets assez personnels, assez intimes et il y avait ce truc de la vulnérabilité. Je ne savais pas comment la gérer, à quel point je devais me dévoiler vis-à-vis du public pour que ce soit pas trop lourd non plus. J'avais pas envie de faire porter un fardeau. Et d'un autre côté, parfois, comme j'intellectualisais trop ce truc-là, du coup, les gens, il y a quelques personnes qui m'ont dit « Mais du coup, on comprend pas vraiment qui est Sœur Romy, qu'est-ce que tu veux dire ?» tu racontes, Surtout que je chante en anglais. Donc j'allais y venir, Eh oui, pour un public francophone, c'est vrai que c'est hyper important d'aller un peu chercher et de jouer encore plus ce que tu racontes sur scène. Surtout que
comme tu le disais, t'aimes beaucoup les harmonies vocales et pouvoir jouer avec ta voix. Et donc, Oui. par moment, la mélodie, comme à chaque fois en musique, de toute façon, elle prend le pas sur les paroles. Oui. Et on fait pas forcément attention au fait que là, t'es en train de raconter un truc hyper deep. Oui. Parce qu'on est pris dans le rythme et en se disant, waouh, c'est un peu sombre et il se passe Ouais. quelque chose. Et puis en fait, tu regardes les paroles et tu fais, waouh, c'est très sombre et il se passe beaucoup de choses. Tu vois, C'est c'est ce vrai. contraste-là. Ça, c'est un petit twist. Le fait d'écrire en anglais, pour toi, Ouais. c'est aussi plus simple de pouvoir justement mettre en mots et transposer ce que tu as envie de raconter, plus ou moins consciemment d'ailleurs. Ouais, alors très honnêtement, c'est plus parce que vraiment je me trouve très nulle à l'écrit en français. Ah ouais. Alors pas dans le... J'ai toujours écrit en français, dans des carnets, tout ça, Mhm. mais dans la forme chanson. C'est plus dur. Hein. Mais je trouve ça, à chaque fois je me lis et je me dis, mais c'est catastrophique. Mais c'est pas très... c'est logique, je dirais, parce que j'ai vraiment écouté de la musique anglophone, anglo-saxonne toute ma vie. Donc en fait, mes repères naturels, c'est des chansons en anglais, j'ai des structures de musique anglaise, Elton John, George Michael, c'est ma culture en fait. Mhm. Je n'ai jamais écouté de chansons françaises, Ouais, mes pareil. parents jamais non plus. Donc en fait forcément ça tombe pas du ciel ce genre de truc, ça non. s'étudie en Mm. fait. C'est Et puis la langue française, c'est une langue c'est qui très, très dur. est assez descriptive. Oui. D'une certaine façon, tu as énormément d'adverbes, de trucs comme ça, d'adjectifs et compagnie. Alors que l'anglais, c'est une langue d'action. Tu as Oui. beaucoup plus de verbes pour tout décrire. Ouais. Donc quand tu veux raconter une histoire ou transposer des émotions, c'est peut-être plus simple. Bah oui, c'est plus simple. Et surtout que je trouve qu'on a un certain... une liberté, une plus grande liberté en anglais parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se permettent, d'artistes américains, anglais, qui se permettent de couper certains mots. Il y a je trouve une relation beaucoup plus rythmique et fun à la langue que nous. On est Là, c'est super plus sérieux, chantant quoi. en fait. Ouais. Déjà, juste à parler, ouais, l'anglais ouais. est hyper chantant. Et puis nous, on a vraiment une rigueur de oh là là, attention, ne t'amuse pas à ne pas dire le bon mot. Enfin, Plus académique. oui, c'est très académique et un peu snob, on peut le dire, hein, totalement. quelque part. Donc pour l'instant, ouais, je n'écris pas en français, mais pourquoi pas pourquoi pas un jour essayer. Mais j'avoue que là, j'y arrive pas du tout, quoi. C'est une autre étape en termes de vulnérabilité aussi. Enfin, En effet, ouais. chanter dans une langue étrangère Oui. qui n'est pas ta langue natale, ça joue aussi, Ouais. quoi. Très honnêtement, je pense pas que j'aurais écrit ce genre de choses là actuellement en français. Enfin, le genre de paroles que j'écris aujourd'hui, je pense que j'aurais pas été prête, ouais, en effet, de les chanter dans ma langue. T'écris sur quoi pour Alors, les personnes qui ne te connaissent pas? j'écris sur quoi Alors moi, j'ai sorti un premier EP en 2024 qui Mhm. s'appelle Mindscapes. She's so beautiful, beautiful. They miss her as soon as she leaves the place. She's so powerful, powerful. Moi, alors, c'était mon premier EP. Et là, j'ai mélangé plein d'influences différentes parce que je me disais, bon, il faut sortir un premier projet. L'avantage, c'est qu'on ne te connaît pas. Donc, il n'y a aucune pression. Tu testes. Bon, ça, c'est dans la grande idée. Évidemment que je me suis mis la pression de Ah, fou. c'est normal, c'est ton projet. Évidemment. Mm. Mais il n'y a pas de pression en termes de DA, il n'y a pas de pression. Enfin, j'avais pas envie de choisir. Je me disais, en fait, là, c'est le moment où je peux ne pas choisir. Du coup, c'est un projet qui est assez éclectique. Il y a des influences soul, il y a des influences plus pop, un peu rock aussi sur un des morceaux. Même une chanson qui frôle la country, folk, avec une guitare acoustique. Et là, grosso modo, c'est vraiment, je pense, j'ai commencé à écrire ces chansons à mes 18-19 ans. C'est un peu un truc de passage à l'âge adulte, de quelqu'un qui est une jeune femme assez chamboulée face à plein de changements. Je fais face à beaucoup d'anxiété Mhm. depuis toujours, mais qui s'est encore plus manifesté dans ces périodes-là, évidemment, de gros bouleversements, ouais. Et donc, je parle de ça. J'ai un morceau qui s'appelle Cycles, qui parle complètement de ça, de justement cette notion de cycle où j'ai toujours l'impression de revenir à ces moments de doute, ces moments où tout est dur. Et je m'adresse dans le premier couplet, par exemple, à ma mère. Je lui dis, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. I tell my mama I'll be fine. I'm strong enough. Please be proud. J'évoque le fait que je suis partie faire mes études en Angleterre juste après le bac. Et je lui dis, je vais prendre mes valises et je vais tout emporter avec moi et ça va aller. Alors que bon, enfin, je vais tout laisser ici et prendre que le meilleur. Illusion totale de cette qui est, je pense, caractéristique de cet âge-là. Et puis même des voyages de manière générale, je pense qu'on
Oui, on un fantasme peu, un peu. ouais, c'est ça, l'espoir de te dire là Ouais. je reprends sur une nouvelle À page, zéro, bien sûr, exactement. Alors Ouais. qu'en fait non, ça Non. reste toi et c'est un Oui. prolongement et c'est Mm. du travail quoi. Avis à la jeunesse. Après, il faut passer par là aussi, hein, parce Bien que sûr, de c'est toute hyper façon, important et puis ça va te suivre toute ta vie. En Oui, vrai, oui, regarde les gens qui font leur crise de la quarantaine, c'est vrai. c'est exactement la même chose. Ils pensent Totalement. qu'ils vont tout remettre à plat alors que juste ils envoient tout péter. Enfin, C'est vrai. et qu'ils ont toujours les mêmes problèmes. Oui. Donc, Ouais. C'est un EP qui parlait de ça. Ça parlait aussi de relations amoureuses avec le morceau qui s'appelle Questions. Mais pas trop en profondeur, c'était un peu mon histoire du moment, il fallait que j'en parle, il fallait que ça sorte. Mhm. Et donc oui, c'est vrai, je trouve que c'était quelque chose, je commence un peu à dévoiler des sujets qui me sont importants, mais je m'autorisais quand même pas à aller très très loin justement dans la vulnérabilité en fait. Sauf pour un morceau qui s'appelle Blackout, où là clairement j'associe mes crises d'angoisse à un cauchemar. Et là typiquement je l'ai écrit en pensant à un paysage, à une forêt animée comme dans Blanche-Neige. Ouais. Et là ça parle d'anxiété. Quand tu fais des crises d'anxiété, t'as l'impression que tu vas mourir. En fait, T'as un clairement. trouble d'anxiété généralisée. Oui. Ouais, ok. Oui. Absolument. Je me Ouais. Ça se voit. Hein. Et non, du mais c'est coup, juste que comme tu en parles, Oui, bien sûr. et au contraire, c'est du coup assez intéressant parce que des personnes généralement donc, qui ont un trouble d'anxiété généralisée ont beaucoup de mal aussi avec une certaine énergie sociale à avoir Mhm. tout le temps en continu, parce Oui. que tu fatigues plus vite aussi, et puis que Oui. c'est beaucoup plus source d'angoisse d'être avec des gens, même si voilà, ça veut pas dire que t'as pas de potes et que tu sors pas. Mais toi, t'es sur scène, et effectivement, ça te rajoute C'est une couche... La grande contradiction de ma vie. Ouais, pourtant, ça t'empêche Vraiment. pas de faire de la musique. Non. Et je pense que ça, c'est pas anodin en fait. Enfin, c'est pas un hasard. Pour moi, c'est peut-être la quête de ma vie aussi de dépasser ça, même si c'est un trouble et qu'encore une fois, c'est pas une question de volonté. Ouais. Je tiens à le dire. C'est pas du tout ce discours que je tiens là, mais plus pour m'aider à pas être dans l'évitement, en fait, justement. J'ai trouvé quelque chose qui me dépassait quelque part et qui me motivait à ne pas trop me renfermer sur moi-même. Parce Et que puis c'est vrai t'oublies que- en fait quand Oui. t'es sur scène, non? Ah oui, ouais. Il y a d'autres trucs chimiques dans le cerveau qui Ouais. se passent, de l'adrénaline et tout ça. Donc ouais, c'est chouette. Et du coup, je sais plus, on parlait de mes thèmes abordés. Des thèmes Oui. abordés, mais parce Oui, que oui. ça, c'était ton premier EP. Oui, et voilà. là, si je te reçois à mon micro, c'est parce que... Alors, cet épisode, on l'enregistre avant la sortie. Oui. Mais ça sortira après. Le 24 octobre est sorti, du coup, je vais le dire dans ce sens-là, ton nouveau morceau Poison and Cure. c'est le premier son d'un EP qui arrive prochainement. Oui, tout à fait. Et je suis très très contente d'en parler. C'est la première fois que j'en parle, du coup, Mhm. à un micro. You're the poison and the cure, the savior and the killer. You grow the grass, it turns to ash and fly away. You're the one I never needed, the same I'll never choose to leave. You're a diamond made of thorns, an angel with two red horns. Poison and Cure, effectivement, c'est le premier single que je vais sortir. Là, on arrive sur un EP où, franchement, je suis assez contente des thèmes abordés parce que, pour le coup, j'y suis allée un peu les deux pieds dedans, quoi. Allons-y, voilà, moi, je vais plus me cacher. Ce premier morceau parle, trigger warning du coup, parle de relations, de violence conjugale, de violence pour le coup psychologique, conjugale, parce que c'est ce que je connais, voilà. C'est une expérience que j'ai vécue très jeune, de mes 16 à mes 19 ans. Et j'avais pas encore parlé de ça. C'est trop bizarre, comme si j'avais pas eu le temps de process, il me fallait un peu... il fallait que je me sente à l'aise aussi de le faire. Et c'est ça, le temps déjà de digérer totalement l'information, de mettre des mots dessus. Et je me sentais pas légitime aussi, je me disais purée, ça va ajouter de la lourdeur, j'ai pas envie. Et puis j'ai écouté 1 milliard de podcasts féministes, 1 milliard, j'ai eu énormément de conversations avec des tas d'amis qui ont malheureusement On y passe vécu toutes. voilà, des choses comme ça. Et je me suis dit, c'est trop important, c'est trop un fait de société en fait. En plus du coup, ça m'a permis de me décentrer aussi. Je me dis, c'est
c'est pas une histoire uniquement personnelle, ça devient politique en fait quelque part. Je peux pas faire semblant que ça n'existe pas parce que ce serait encore perpétrer cette loi du silence en fait. La banaliser en fait. Et la banaliser, et il y a rien à banaliser là-dedans. Et donc du coup, là par contre, j'ai pris le parti de parler de ces souffrances psychiques engendrées par ces relations toxiques et violentes. Je me mets dans la tête de la victime qui est presque sur le point de comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas et qu'elle se fait étouffer, mais qu'il n'arrive tout de même pas à en sortir pour l'instant. Et moi, j'ai été biberonnée, et là, je vais citer Chloé Thibault qui a sorti Désirer la violence. Ouais. J'ai été biberonnée enfin pas biberonnée, je sais pas, pendant ma tendre enfance, mais quand j'étais adolescente, toutes les séries, tous les films de romance, je les ai tous vus. Tous. J'ai binge-watché Gossip Girl, Pretty Little Liars. C'était une identité presque. Et pour moi, sauver un bad boy, c'est le but. Mais c'est la quête d'une vie, parce que si je n'y arrive pas, mais qui suis-je ? Pourquoi ? Et moi, je suis quelqu'un de bienveillante. Enfin, En fait, t'es super et du coup, tu vas y arriver. Oui. Et tu finis par te trouver tout sauf super. Hein. Spoiler alerte. Mais ça, on en avait parlé. Chloé Thibault est venue à ce micro, et du coup, je vous mettrai le lien de l'épisode en description, parce qu'effectivement, on en avait parlé juste avant la sortie du livre. Comme tu dis, en fait, c'était la mode de regarder Gossip Girl. On l'a toutes regardé. Et à l'époque, tout le monde fantasmait sur Chuck. Voilà, qui est quand même un personnage alcoolique, dépressif, qui cherche à violer toutes les jeunes filles qui passent en permanence. Et c'est vraiment son trait de caractère. Le personnage est écrit sur cette base-là. Il n'y a pas grand-chose de plus sur au moins les 5 premiers épisodes. Et quand tu le revois adulte, tu te dis mais ça va pas à la tête. Ah oui, moi j'ai pas pu. J'ai essayé pour faire une espèce de retour. Moi, et j'ai trouvé ça. Mais il y a rien qui va. Et les personnages qu'on aimait détester à l'époque, j'ai fait c'est les moins pires. Bah oui, finalement, ils sont pas toxiques. C'est les plus ok. Et c'est ceux sur lesquels on a le plus craché. Moi aussi, parce que t'as un mélange entre mélanger les acteurs, actrices et leurs personnages. Bien voilà. Mais par exemple, Blair, qui était donc la compagne de Chuck, petite digression, Gossip Girl. Elle était présentée comme une meuf trop stylée, enfin un peu vulnérable justement. Elle a des problèmes, mais tu comprends, il faut qu'elle prouve à sa mère qu'elle est super. Oui. En fait, tu regardes, insupportable. Et il y a rien qui va, mais rien du tout humainement parlant. C'est un enfer. Tout acheté. C'est une mauvaise amie, elle est toxique, elle est jalouse, envieuse. Elle va pas avoir de psy et ça se sent. Personne va avoir de psy là-dedans. Non, aucun. Franchement. Mais nous, par contre, on y va presque tous. Et et heureusement. Oui. Et sinon, on fait des super chansons. Ouais, voilà. Mais ça ne te suffit pas. Mais du coup, là, c'est important pour moi aussi. C'était important que ce soit le premier morceau. C'était important pour moi parce que c'était un peu ok, c'est quelque chose qui va peut-être permettre aux gens de mieux cerner aussi, et puis ça m'ancre dans quelque chose. J'ai longtemps eu cette réflexion sur mon engagement dans l'art. Je suis quelqu'un, je me considère comme étant assez engagée quand même dans la vie, mais j'ai un gros problème de sentiment d'illégitimité en continu, et souvent j'avais ces discussions avec ma maman d'ailleurs, et elle me disait mais Romy, tu t'imagines avec toutes les discussions qu'on a à chaque fois, t'es passionnée par plein de sujets et tout, tu devrais écrire sur tel ou tel sujet de société machin. Et je lui disais mais maman, j'ai l'impression d'avoir à me bouffer 3 encyclopédies pour avoir la légitimité d'écrire une chanson là-dessus, parce que sinon ça fait de moi un peu un imposteur. Mais parce qu'on va t'attraper la veste aussi si jamais tu en parles, d'une façon ou d'une autre, complète ou pas. Et puis tu me diras, mais j'ai l'impression que justement comme aujourd'hui, on attend beaucoup des artistes à ce qu'ils s'engagent, et c'est très bien, et c'est une très bonne chose, c'est important. Oui, très important. On peut plus faire comme avant là-dessus, il me semble. Pour autant, quand tu crées, et là tu l'as très bien dit dans ton processus artistique, ça vient pas comme une disserte. T'es pas avec un sujet et tu vas écrire dessus. Ça vient de tes tripes, ça vient de ce que tu as envie de communiquer, et de façon très inconsciente. Et dans tout ça, évidemment, ressortent tes valeurs, ressortent tes engagements, ce qui te tracasse au quotidien, tous ces trucs-là. Et donc, si dedans, il y a des sujets d'actualité d'une façon ou d'une autre, même si ça fait écho à ta vie privée,
ça va apparaître à travers tes textes, mais peut-être pas effectivement de façon hyper assumée. Et là, c'est ce que tu as réussi à faire avec ce premier son, en fait, de dire je pars de moi, mais ce que je raconte, c'est bien au-delà, ça concerne beaucoup de personnes, j'ai pu moi-même en parler avec des potes, je m'en rends compte, et le transposer. Oui. C'était hyper important pour moi de justement me rendre compte, avec tous les podcasts qui m'ont inspiré, je me suis dit... En fait, ça peut créer des liens. Le récit intime et personnel, il n'est pas juste là pour... c'est pas juste être auto-centré. C'est aussi se dire que ça peut créer des liens. Et moi, si j'ai une jeune femme qui m'écoute de l'âge que j'avais quand ça m'est arrivé, qui peut aller voir mon Instagram et voir sous mes posts de quoi ça parle, et peut-être, si ça peut mettre ne serait-ce que la puce à l'oreille ou lui faire se poser quelques questions... En fait, j'ai tout gagné, quoi. Et ça donne énormément de sens à ce que je fais. J'ai pas la prétention de dire que ça va forcément avoir cet impact-là. Mais en tout cas, je serais fière si c'est le cas, quoi. Et du coup, j'ai un peu fait ça pour les autres morceaux aussi, j'avoue. C'est un peu... J'ai pas fait exprès. Mais les autres morceaux sont aussi, sauf un. Mais c'est vraiment un truc de... Premier morceau, donc violence conjugale. Deuxième morceau, c'est une critique du capitalisme. Alors ça, c'est assez marrant. C'est un morceau qui s'appelle In the Air. Et là, je fais parler le capitalisme comme si c'était un grand méchant monstre. Et je me mets à la place... Enfin, je me mets à la place d'eux, non. Mais je le personnifie, en fait. Et c'est comme si c'était une personne. Et je dis des trucs horribles à coups de... Enfin, tous les trucs très cyniques. Et tous les mensonges aussi, type méritocratie, que le capitalisme nous vomit dessus. Après, il y a trois autres morceaux, en effet, merci. Et là, pareil, c'est sur des relations amoureuses. Le premier, enfin, le teen movie, ça porte bien son nom, justement, teen movie, un peu référence à toutes ces fictions qu'on a vues, qui sont absolument des schémas pourris. Mais là, je m'en moque. C'est une satire. Je me rends compte que la relation que j'ai, elle est complètement immature et qu'elle ne mérite pas du tout ni mon temps ni mon énergie, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un teen movie, quoi. Teen movie années 90-2000. Oui, pas déconstruit, pas non, il y a pas du ça tout commence à changer un petit peu. Ça dépend lesquels. Mais non, mais on peut les mettre dans le même sac, il y a pas de souci, mais ça reste très bien les teen movies, c'est intéressant justement. Oui, il faut par l'évolution que ça prend, c'est un bon reflet aussi de l'évolution des relations hétérosexuelle 90% du temps. Oui. Et donc ça, c'est teen movie. Après, j'ai un autre qui s'appelle White Wine. Et là, je parle justement de la difficulté quand on commence à se déconstruire, commence à désapprendre certains schémas, d'y retourner, en fait. De se dire, à quoi bon ? Maintenant que je sais tout ça, maintenant que j'ai compris la violence qu'il peut y avoir à plein de niveaux différents dans des relations hétérosexuelles, je parle de celle-là parce que c'est celle que je connais, moi j'ai eu tendance à m'isoler complètement et à ne plus vouloir relationner, et c'est White Wine, c'est ça, c'est-à-dire que d'un côté il y a la fougue parfois d'une nouvelle relation qui vient à toi et tu te dis purée, c'est chouette, je peux me lancer dans quelque chose de nouveau, et d'un coup il y a la raison qui revient, et là tu te dis ouais, mais comme un verre de vin blanc à consommer avec modération, ça peut être super rafraîchissant, mais si t'en bois trop, ça peut te donner mal à la tête, et si c'est de la piquette aussi, quoi. Donc en fait, moi c'était un peu cette image que je voulais développer, et ce flou qui est lié aux choses que tu comprends, où t'es entre deux, en fait. Et après, j'ai quand même un morceau assez mignon, où je me dis quand même c'est important, qui s'appelle Midnight's Promise, et là ça parle de juste un moment suspendu dans le temps, pareil, paysage mental, une forêt enchantée dans ma tête, où t'es avec la personne et tu ne vois que la personne. C'est un peu comme si t'étais aussi dans un festival, mais dans un coin où t'entends la musique, mais que de loin. Et là, c'est un moment où tu sais que ça va s'arrêter, tu sais que ça va pas durer, mais par contre, il n'en reste pas moins riche, quoi, en termes de sensations et de ce qu'il t'apporte. Donc voilà, c'est un petit package de finalement Romy et ses amours, quoi. On aurait dû l'appeler comme ça, en fait, le P. Romy et ses amours, ouais. Je l'ai écouté du coup, évidemment, pour préparer. Mais c'est vrai que c'est le premier et le dernier qui m'ont le plus marqué en termes de sonorité, en fait, juste. Et en fait, la première
Alors, je me suis fait plusieurs réflexions, mais d'un point de vue juste de mélodie aussi, Oui. avant même de me pencher un peu plus sur les paroles, parce que comme tu dis, en bonne petite française, j'étais en mode c'est super, je capte quelques mots. J'aurais dû puis- t'envoyer les PDF. Mais non, mais après, je me suis reposée dessus, j'ai fait d'accord, ça parle de ça. Mais c'est beaucoup plus sombre que ce que tu as fait avant. Oui. En termes de sonorité. On passe de quelque chose qui était effectivement plus de la soul à là, ça m'a fait penser, le prends pas mal, s'il te plaît, si Oui. jamais j'ai pas les termes. Ça m'a fait penser à certains groupes de rock des années 90-2000 que j'écoutais. Vraiment, Oui. en termes de Moi, on sonorité. m'a dit j'étais- Evanescence et tout, donc... Oh. Alors, je Donc, n'aurais pas été jusque-là. Mais je Emo vois un girl. peu, tu vois. Oui, Ouais. non, mais totalement. Et j'étais, c'est justement ce truc de l'adolescence et des émotions hyper fortes et où t'es dans un mal-être aussi, hein, très clairement. Et j'ai retrouvé des sons que je pouvais écouter à l'époque. Ouais. Il y avait des sonorités dans ce que tu as fait et c'est très drôle que, tu vois, ensuite voir les sujets abordés où effectivement on est sur, en vrai, des trucs que tu abordes aussi quand t'es ado et jeune adulte. Oui. Et même si c'est très différent de ton premier EP où là c'était vraiment la sortie de l'adolescence, Ouais. on retrouve un petit peu cette patte Oui, bien sûr. qui se ouais. construit. Qu'est-ce qui t'a amené à changer de registre aussi en termes de sonorité tu vois, t'aurais très bien pu te dire je veux parler de ces sujets-là avec un peu d'humour. Non, mais en y Oui, allant non, plus sur un truc, effectivement, en restant dans la soul aussi peut-être, ou Ouais. des trucs comme ça. Qu'est-ce qui t'a ramené plus vers du rock Si c'est ça d'ailleurs le bon terme à utiliser, Oui, tu vois, pop. tu me dis Moi, c'est pop j'avoue rock, que je suis pas un peu Je indie. suis pas très voilà. pas très à cheval sur les titres. Très Pour bien. moi, c'est pop rock avec certaines touches, certaines inspirations trip-hop. Ouais, c'est vrai. Inspiration années 90. Ouais. Ouais. Pop rock, c'est très bien. C'est suffisamment large. Qu'est-ce qui m'a fait... en fait, j'ai voulu affirmer quelque chose. J'ai voulu faire une proposition parce que j'ai fait quelques résidences de coaching scénique. Ok. Et du coup, moi, sur scène, je suis accompagnée, je joue en trio. Je suis accompagnée par Alex Benning qui fait de la guitare et de la basse et des chœurs aussi, et Antoine Sossol qui joue de la batterie. Et donc, on est tous les trois et on a fait nos premiers concerts ensemble pour Sœur Romy. Et après, on a été coachés. Il en est ressorti qu'il fallait affirmer quelque chose, moins perdre le public en termes d'influence. C'était une chose d'avoir des versions studio et compagnie, Ouais, bien sûr. mais il fallait que le public puisse capter une énergie un peu globale Ton sur identité, scène et on en mon revient à identité. ça. Et en fait, on a essayé des choses plus rock, un peu plus justement, où, effectivement, moi j'adore les belles mélodies, j'adore les nuances, mais en fait, on m'a poussé à vas-y Romy, t'excuses plus d'être là, Mais de chante. l'énergie, Chante, si c'est imparfait, s'il faut que tu cours un peu plus, que tu sautes, enfin bref, exprime-toi pour de bon et ce sera mieux, encore mieux en fait. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte avec les gars qu'on aimait beaucoup cette énergie-là, rock. Et je me suis dit, voilà, moi pour mon deuxième EP, je veux tenter quelque chose. Ça plaira pas à tout le monde, ce sera moins simple d'écoute, je pense, peut-être, parce qu'il y a plus de parties instrumentales, il y a des jeux de texture aussi, des structures un peu particulières. Mais, encore une fois, ouais, j'avais besoin d'assumer, comme j'assume mes paroles. Je dis pas que je suis au bout du chemin du tout et que non, j'ai et puis trouvé... tu pourras très bien changer avec le temps. Ouais, mais je pense que ça correspondait à ce moment-là de ma vie, où c'est un peu un... Bon, en fait, encore une fois, j'ai pas grand-chose à perdre, là. C'était un pari, je me dis, si je suis honnête avec les gens, honnête dans ma démarche, peut-être que je les capterai encore mieux, quoi. Ça vient de la scène, en fait, ce shift un peu de genre. Un musical. côté un peu les petites filles sont des punks qu'on retrouve dans tes paroles et sur scène. Oui, c'est vrai. Totalement. C'est quoi la place un petit peu que tu donnes et que prennent aussi tes musiciens justement dans ton processus créatif? Alors, très bonne question. Moi, je travaille avec Alex Benning, du coup, dont j'ai parlé, qui m'accompagne sur scène, depuis 7 ans maintenant. Ok. On s'est rencontrés en Angleterre dans une école de musique. On a fait le même cursus songwriting ensemble. Oui, parce que tu étais à Brighton. À Brighton, en effet. L'école s'appelait BIM. Et on s'est rencontrés là-bas. Et depuis, on travaille ensemble, en fait. Moi, j'écris des chansons, mais de façon un peu old school, quoi. Je compose au piano. Je suis une piètre pianiste, mais je connais les accords qui me permettent de composer et après de poser ça sur mon logiciel et de produire des maquettes. Puis ton instrument, c'est ta voix, toi. Donc, oui, voilà. Déjà très bien. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai parce qu'on pense souvent chanteurs, chanteuses qui doivent aussi jouer d'un instrument. Non, en fait, déjà, jouer avec sa voix, c'est énormément de travail. Oui, bien sûr. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est clair.
Et du coup, oui, j'amenais même mes petites maquettes et mes structures et mes accords à Alex, qui lui a un studio d'enregistrement qui s'appelle Tamperproof Studio, qui est situé à Albi dans le Tarn. Et en fait, on se retrouvait tous les deux et on créait ensemble. Il est multi-instrumentiste, ce qui fait que ça m'aide beaucoup, moi, pour poser mes idées. Dans le premier EP, on a tout fait ensemble, sauf quelques claviers qu'on a fait jouer à un claviériste qui s'appelle Simon Gruet-Court et un batteur qui s'appelle Jordan Di Blasi. Mais par contre, sur cet EP-là, que je vais sortir bientôt, je me suis dit que j'avais envie d'un aspect plus live, du coup, moins loop, moins produit. Et là, j'ai un bassiste et un batteur sur tous les titres. Et j'en suis très très contente. Je voulais créer différemment, en fait. Et aussi me dire, purée, je vais leur amener une idée. Et eux, avec l'expertise de leur instrument, ils vont ajouter quelque chose et ça peut totalement changer un morceau. Hein. C'est un truc de fou. Bien sûr. Une ligne de basse, un pattern de batterie, ne serait-ce que même le son d'une caisse claire. Enfin, j'ai aussi appris ça ces derniers mois. Enfin, je le savais, mais je m'y suis vraiment beaucoup plus intéressée. C'était très important pour moi d'aller un peu plus en profondeur dans les sons, dans le mix, dans les choix, en fait. Je me suis un peu éclatée là-dessus, ouais. C'est aussi un peu la magie des lives moins propres et moins lisses, tu vois, produits où tout s'enchaîne. Tout à fait. C'est que d'une représentation à l'autre, les sons ne sortent pas du tout de la même façon. Ouais. En fonction de ta salle, mais aussi en fonction de tes musiciens et de la mélodie et plein de choses comme ça, quoi. Tu les as rencontrés comment, eux deux, pour le coup ? Alors, Antoine, le batteur, parce qu'ils s'appellent tous les deux Antoine, donc c'est très pratique. Antoine Sossol à la batterie. Je le connais depuis que j'ai 15 ans, figure-toi. On s'est rencontrés potes de potes. Il faisait, lui, déjà de la musique. Et moi, j'en faisais aussi en tant que chanteuse. Et on avait monté genre un petit groupe de reprises à l'époque. On n'a pas joué très longtemps ensemble parce que bon, après on était au lycée. Les groupes de lycée. Voilà, les groupes de lycée, ça tient pas très longtemps. Mais on s'était connus comme ça. Et après, moi, je l'ai rappelé quand j'ai eu mon projet à monter en live. Tu y as pensé, tu t'es dit, ouais. Et lui aussi, il avait fait son chemin de son côté. Lui, il a une formation de jazz, donc il avait fait son école. Voilà, il avait appris plein de trucs, moi aussi. Enfin, donc c'était trop chouette de le rappeler pour ça. Et après, Antoine Carletto, qui est le bassiste qui figure du coup sur cet EP-là, lui, il joue avec mon batteur dans un groupe qui s'appelle UBAC, un groupe de jazz, jazz fusion rock. Là, ils vont me tuer. On mettra de quoi les écouter en description de l'épisode. Parce que ça vaut vraiment le coup, pour le coup. Trop bien. Très important pour moi. Bon, s'il y a des musiciens et des musiciennes qui nous écoutent, le duo basse-batterie, c'est assez important. Donc, j'étais très contente qu'ils se connaissent et qu'ils aient l'habitude de jouer ensemble. Et en plus, ils sont très doués. Donc, je suis trop heureuse de les avoir. Et puis, ils ont adhéré à ton projet aussi. Ouais, ça fait très plaisir. Pour se l'approprier, parce que ça doit être particulier aussi, tu vois, dans leur position. Enfin, je me dis, à chaque fois, c'est un truc qui m'épate, c'est les musiciens qui interviennent sur des projets qui ne sont pas les leurs, dans le sens où c'est pas un groupe, c'est pas présenté comme tel, c'est porté par quelqu'un qui a son univers, sa vision, déjà ses textes, ses mélodies, et tu te greffes à ça, et toi ton rôle c'est de lui donner corps et d'apporter, comme tu dis, aussi ton expertise de pro de cet instrument-là et ta sensibilité. Ouais. Mais c'est vraiment un rôle d'interprète, quoi. Ouais. Ça me fascine aussi leur adaptation, en fait. Et c'est là qu'on voit aussi leur maturité artistique, parce que moi, plusieurs fois, ils m'ont répété, mais en fait, nous, on est là, on va te donner des idées, et je les avais, enfin aussi, je leur avais dit, les gars, moi, je vous fais confiance, vous êtes de super musiciens, vous avez le droit de me donner votre avis. Si vous pensez que tel truc, vraiment, en termes de structure, ça tient pas la route, ou machin, enfin, ne vous retenez pas. Mais par contre, ils m'ont dit, nous, on joue le jeu. On est là pour servir la musique. En l'occurrence, c'est la tienne, là, pour le coup. Donc on va... Enfin, tu nous dis quelque chose et on va faire en conséquence, quoi. Mais c'est très chouette à regarder. Et c'est très formateur aussi. Parce que y a une certaine humilité par rapport à la musique et au projet dans lequel tu joues, et ça fait grave plaisir de travailler dans ces conditions. C'est pas tout le temps le cas, je pense. Et même surtout en tant que femme dans ce milieu, c'est pas facile de s'entourer de personnes bienveillantes et qui te prennent au sérieux. Donc quand ça arrive, c'est chouette. Honnêtement, ça devrait être normal, hein. On est bien d'accord. Et puis vraiment, là, vous allez tous me tirer dessus, mais
trouver des hommes avec qui sont bienveillants Ouais, envers toi. ouais. Aussi, c'est pas le plus simple. Bah oui. Non, Donc, mais c'est la vérité. Quand je disais en tant que femme, c'est parce qu'on est une industrie, pour l'instant, très masculine. En Donc, tout cas, en termes de représentation. tout à fait. J'ai un petit jeu pour toi, Oui. beaucoup plus léger. Trop bien, oui, j'ai plombé l'ambiance. Mais non, t'en fais pas. Évidemment, quand j'ai préparé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui faire comme jeu? Est-ce qu'on va parler de musique? Puis après, j'ai fait Marseille. Ah. Tu me vas venir. Jules ou Joule? Ah. Je vais te lire des citations. Wow. Tu vas devoir me dire si c'est un Jules ou si c'est Joule. Ok. Je te dirai Ouais, je quel pense que- Jules en question. Ouais. Je les ai légèrement retravaillés, ou quand je vais les lire de sorte que ce soit Ce soit pas pas, trop obvious. même si certaines le sont Ouais. volontairement, parce que ça me fait rire. J'ai hâte, très drôle. Il y a des choses que je m'efforce de pas dire, mais je souhaite qu'on les devine. Jules. Jules Renard, Eh ouais. écrivain. Eh ouais. Tout à Il y a fait. trop de négations, trop de. Ouais. Ouais. Laisse croire, on a besoin d'espoir. Jules. Non, imagine. Veni Vidi Vici. Ah bah Jules, hein. Jules César. Tout à fait. Non mais parce Mais qu'en fait, il aurait Punch de rappeur aussi, donc ça complètement. marche. Complètement. Être un homme, c'est bien, mais il y a encore mieux être humain. Bah je dirais Jules. Ouais, Jules Romain, qui est un Ah. écrivain. Alors, tous les Jules que j'ai trouvés quasiment sont des écrivains du 19e siècle. Ok. Voilà. Les Jules Il y avait récents un peu connus, il n'y a pas, ou il y a très peu de citations. Wesh, l'équipe restait cool, ça me critique, m'en bat les couilles. Ah Jules. Ah bah, c'est réel. Si son cœur c'est de l'eau, je vais naviguer dedans comme un bateau. Jules. Ouais. Eh ouais. Hein. Ah, C'est fort, romantique. Mais en fait, c'est ça parce que j'écoute pas. Ouais. Vraiment, je dois connaître 3 sons. Mais en regardant un peu ses punchs et sa façon d'écrire, j'ai fait, mais en fait, il parle du fait qu'il pleure le soir sur son oreiller, qu'il n'arrive pas à dormir. Il parle d'amour, il parle de tellement de sujets. Ouais. Je comprends tellement pourquoi ça marche au-delà de juste la musicalité. Et voilà oui, quoi. oui. C'est... Ah bah oui. Oui, puis c'est, enfin moi du coup venant de Marseille, c'est vraiment un artiste. Quand on était dans notre fièvre d'Instagram, on postait tous les 2 jours machin. C'était vraiment la légende numéro 1. C'était des paroles de Jules. Quoi. Bah ouais, je comprends. Tout était hyper universel quoi. En effet. Si Fort pour ça, quoi. à l'époque où on avait Skyblock, franchement, il aurait été dans les ouais, top le mec. citations. Enfin, vraiment partout. Simule, dissimule, ne te fie à personne. Ouais, ça doit être Jules aussi. Et non. Ah waouh, Ah, je l'imaginais bien sur un petit beat de reggaeton là. Simule, dissimule. Simule, je ne te fie à personne. Alors J'étais tellement fière de ça. Ah bravo, tu m'as eu. C'est le cardinal Jules Mazarin. Ah oui, Donc, cardinal, simule, dissimule, tranquille comme Et ça. en fait, il est Gros flow. Mazarin, grand stratège qui donne des conseils politiques, etc. Et il y avait cette petite phrase noyée dans un petit texte. Ah ouais. Je l'ai reprise toute seule en disant, en fait, on dirait du Jules. Bravo. Ah ouais, ça franchement, j'aurais aimé bien. entendre ça. Quand tu sors d'une case, les gens ne comprennent pas. Ah, ça c'est pouf. Il aime bien dire ça parfois. Mais quand tu sors d'une case, les gens ne comprennent pas. Ne comprennent pas. C'est pas Jules, c'est Jules. Exactement. C'est Jules Koundé. Ah, le joueur de foot. Exactement, qui répondait aux critiques racistes et aussi sur ouais. ses tenues. Ah, bah, moi j'adore. Voilà, Slay fan. Jules. De toute façon, je pense que toutes les femmes disent Slay. Ouais, Et clairement. la haine ne vient pas de là. Elle me fait sourire à chaque fois qu'elle me voit souffrir. Elle me fait sourire à chaque fois qu'elle me voit souffrir. Oh, waouh. Mais ça veut rien dire. Jules. Jules. C'est Jules, mais ça veut dire quoi? Elle me fait sourire à chaque fois qu'elle me fait souffrir. Ah, qu'elle me fait souffrir. Mm. J'ai cru qu'elle me voit souffrir. Ah, j'ai D'accord. peut-être mal lu. Oui, donc J'espère non, pas. mais c'est Qu'elle moi me qui voit ai- souffrir, non. Ah, Elle me fait sourire à chaque fois qu'elle me voit D'accord. souffrir. Ok, c'est Jules du coup. T'es une meuf géniale, mais j'ai pas la flamme, plutôt la flemme. Ça doit être Jules. Non, ça c'est un de mes Jules, ex-Jules, petite dédicace à mon pote Romain qui m'a dit t'es une faut que tu queen. cales un de tes Jules, vas-y. Ah, t'es une queen. Une des phrases qu'on m'a sorties. Alors vas-y, répète-moi que j'ai ça. moi réécrite évidemment car j'ai beaucoup plus de flow que mes ex. Évidemment. T'es une meuf géniale, mais j'ai pas la flamme, plutôt la flemme. Mais il s'est pris pour... Enfin, pardon. hein. Mais ah ouais. I don't know. Alors ça, blaireau quoi. Pardon. Et on termine. Avec respect. Femme, jeune fille, cœur féminin, toujours incompréhensible. Quand vous n'êtes pas les plus timides des êtres, vous en êtes les plus braves. Oh. Jules. Jules Verne. Ah, Voilà. sympa, cool.
Génial, un doctorat en psychologie féminine, vraisemblablement. C'est un de ses personnages dans un de ses romans. Donc c'est pas lui directement, on lui pardonne ça. Voilà, mais il l'a quand même écrit. Oui. Voilà, c'est pas dit qu'il le pensait. Mais je voulais effectivement te faire ce jeu. C'était très bien. Merci. Franchement, bravo. Parce que je voulais en revenir aussi à Marseille et à l'Angleterre. En fait, t'as quand même ta carrière qui est un peu entre les deux, quoi, dans ton parcours. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a fait revenir en France et pas te dire, vas-y, j'essaye ma carrière en Angleterre? Alors, plusieurs choses. La première, c'est ma fameuse relation toxique. On adore. J'étais vraiment dans un état minable et il fallait que je prenne soin de moi. Il fallait que déjà j'en finisse avec cette relation et voilà. Et que je sois auprès de ma famille aussi. Heureusement que je les avais. Mais au-delà de ça, il y avait plusieurs problèmes. Déjà, j'étais en colocation avec... on était 6 dans la coloc. C'était affreux, j'étais vraiment la daronne de service au sens charge mentale, énorme. Donc c'était très dur au quotidien. Et puis l'école dans laquelle j'étais, moi alors, ça a toujours été mon rêve d'étudier soit aux États-Unis, la musique, soit en Angleterre. Normal. Très vite, je me suis dit, bon, les États-Unis, un peu chéros, un peu loin, 18 ans, bof. Et après l'Angleterre, c'était un peu l'entre-deux. J'ai eu le grand privilège et la grande chance d'avoir une grand-mère et des parents qui ont financé en fait ce rêve pour moi, cette première année-là. Donc c'est que du bonheur, quoi. C'est trop bien. En plus, Brighton, ville artistique. Moi je suis tombée amoureuse de cette ville, très concrètement. Je suis allée aux portes ouvertes pendant mon année de terminale pour prévoir du coup ma rentrée. J'ai dit à ma mère, j'y suis allée avec ma meilleure amie à l'époque et ma mère. Et vraiment, je leur ai dit, je veux pas partir. J'ai jamais ressenti ça, en fait, un sentiment vraiment d'appartenance trop bizarre, que j'ai plus jamais retrouvé. Et donc, du coup, à la base, je devais rester 3 ans, parce que c'était un cursus en 3 ans. Ouais. Et du coup, j'en rêvais beaucoup. Et en fait, une fois sur place, et une fois que j'ai commencé les cours, j'étais très déçue, malheureusement, par les cours en eux-mêmes, parce que on avait 8 heures de cours par semaine, ce qui est très peu. Moi, j'ai toujours eu énormément d'heures par semaine, parce que j'avais le lycée, l'option musique, la danse, le chant, j'étais très très occupée et je m'étais constituée de cette façon, c'est-à-dire que c'était mon rythme, il fallait que j'ai 1000 trucs à faire pour être performante. Et là, je me retrouve, après le bac, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de devoirs. Tout à faire toi de ton côté, quoi. Tout. Et surtout, je voulais apprendre le songwriting et c'est pas vraiment ce qui est enseigné. C'est-à-dire que moi, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'on nous apprenait beaucoup, on nous parlait beaucoup de l'industrie et beaucoup de ce qui était censé marcher et des techniques pour écrire quelque chose de commercial et qui s'intégrerait bien. C'est aussi la réalité du secteur, quoi. Mais... Ouais, alors tout à fait. Mais en fait, moi, ce qui m'a pas trop plu là-dedans, c'est que j'aurais bien aimé que ce soit dans un second temps. C'est-à-dire que déjà, pas dès ta première année, en fait. Ouais, c'est-à-dire, ou peut-être dans le deuxième semestre, mais dans un premier temps, voilà, c'est-à-dire on apprend ce qu'est d'abord le métier de compositeur ou de producteur, productrice, d'auteur, autrice. On était des bébés là-dedans. On n'était pas, en fait, sinon tu vas pas à l'école. Et peu de pratique aussi, donc il fallait il fallait être très sociable. Je le suis, mais j'étais dans une période où pour moi c'était très très dur de connecter et de me sentir légitime parce que j'étais constamment rabaissée dans mon intimité. Ouais, et puis t'as 18 ans, tu débarques dans un pays où on parle pas ta langue et dans une ville où tu connais personne. Totalement. C'est très intimidant. Oui. Et il fallait monter des groupes et j'avoue que j'ai pas eu le courage, j'ai pas réussi. J'ai tenté parce que parfois c'était obligatoire pour des auditions, des sortes de partiels en fait. Il fallait monter des groupes et arranger des morceaux, machin. Donc je l'ai fait quelques fois, mais c'était une telle souffrance pour moi, une telle source d'anxiété que je me suis dit en fait je vais pas rester 3 ans parce que ça a quand même mon coût. Il aurait fallu que je me débrouille après pour financer les autres années, tout en ayant encore beaucoup de soutien, mais quand même ça reste 3 ans d'études coûteuses parce que l'Angleterre c'est pas la fac en France. Non, voilà. Et donc du coup je me suis dit c'est pas mon moment, tant pis. J'ai rencontré des gens exceptionnels par contre, des personnes avec qui soit je travaille toujours, soit il y en a qui sont restés aussi là-bas, que j'aime beaucoup, que j'ai pas revu depuis longtemps mais qui m'ont beaucoup beaucoup inspirée. Et donc je suis rentrée pour ces raisons-là, voilà. C'est un peu un mélange de... Mais t'as pas eu envie d'y retourner et t'as pas eu envie de faire comme beaucoup de gens, à savoir monter à Paris pour tester et te faire ta place, quoi. Oui. Parce que c'est un peu
c'est mis un cliché, mis une réalité assez terrible, qui est que l'activité est très centralisée. Totalement, ouais. Bah, alors, pour répondre à la première question, je rêve de retourner à Brighton. En revanche, post-Brexit et vu les coûts exorbitants de la vie là-bas... Tu m'accompagneras, moi je l'ai pas fait, je voulais trop y passer une semaine cet été. J'ai fait Londres plaisir. En long, en large et en travers parce que j'adore. Mais avec grand plaisir. Trop bien. Ah mais vraiment. J'ai ma guide. Ah oui, guide privé. Avec grand plaisir. C'est une ville qui m'attire beaucoup. Ouais, mais tu vas vouloir rester. Ouais, mais on va faire une coloc, tu sais quoi. Écoute, c'est déjà un bon premier pas. Ouais, en plus, génial. Regarde, j'ai un chat mignon, tu l'aimes bien. Je l'adore. Tout va bien, je sais pas où elle est. Elle est derrière moi, complètement derrière moi, non? Ah oui, elle s'est mise sous le plaid. Oui, tout va bien. Et Paris, j'ai testé Paris, figure-toi. Mmh. Donc, j'ai testé Paris en 2000. Très bonne année, très bon choix de ma part, en 2021. 2021, ouais. Oui, pas mal pour la reprise. C'était cool. C'était pas du tout bouché. Non, c'était pas du tout bouché. En plus, c'était vraiment mon objectif de rencontrer plein de gens. Ouais. Et j'avoue que je suis arrivée... on s'est mis en coloc avec Alex, mon collaborateur, du coup. On s'est mis en coloc parce que lui aussi... lui avait fini ses études, du coup, en Angleterre. Il a fait les 3 ans. Et on s'est dit, bon, voilà, maintenant, c'est une autre étape. Il faut qu'on teste Paris. Même si... en plus, venant du Sud, tout le monde me disait, mais Romy, pas du tout. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Ah ouais, pas du tout, va pas à Paris. En plus, toi, on te connaît, ça va être trop dur. T'avais Salomé qui était déjà là ou pas? Oui, mais on se connaissait pas autant que ce qu'on se connaît aujourd'hui. D'accord. En fait, moi, je connaissais Nizar, qui est son compagnon et qui avec qui j'avais travaillé sur un projet. Donc, je connaissais, mais on n'était pas aussi proche qu'aujourd'hui, alors que là on est vraiment, c'est la famille quoi. Parce que petite parenthèse, vous aviez en fait déjà entendu Romy chanter, en l'occurrence j'ai mis un extrait dans l'épisode avec Salomé Alfonsi qui est photographe entre autres, photographe de talent puisqu'elle a fait la cover du Clo-Clo Club, elle est trop forte. Oui. Elle m'avait parlé de toi en long, en large et en travers et effectivement elle a réalisé pour toi par la suite en fait pas mal de tes photos pro et elle c'est vraiment sa spécialité de cœur aussi d'accompagner en fait des artistes musicaux et de podcasts. Oui. Point commun avec toi puisque tu écoutes beaucoup de podcasts et que ça t'inspire aussi. Et c'est vrai que vous êtes devenus très très proches et très, te présente comme une de ses meilleures amies. Bah moi c'est pareil et ce sera elle aussi la cover du nouveau single. Ok. C'est Salomé. Trop bien. Donc très 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 ravie que cette personne fasse partie de ma vie autant par son talent que sa bienveillance et tout ce qu'elle m'apporte quoi. Donc trop chouette. Mais oui, pour revenir à Paris, j'avais pas grand monde. Ouais, c'est ça. Okay. Et surtout en fait couvre-feu, zéro opportunité pour jouer, même pas dans des open mic. Enfin c'était l'enfer. Ouais, et puis la reprise c'était vraiment l'embouteillage pour tout le monde. Il y avait peu d'événements ou alors d'un coup tout s'est multiplié. Donc c'était des très gros événements. Donc en fait, priorité à ceux qui sont déjà installés dans l'industrie. Puis tout le retard que tu avais accumulé en fait sur l'année passée. Complètement. Donc un peu dur. Faux départ quoi. Et j'ai beaucoup souffert moi à Paris on avait cette phrase qu'on se disait, c'est Paris, t'es pas invité. C'est-à-dire que il y a un peu ce truc-là. Il faut être cool et il faut que les gens puissent entre guillemets, je grossis le trait, mais se servir de toi, de tes compétences surtout, et de ta carte de visite. Si tu n'as rien d'intéressant, entre guillemets, pour les gens et qui peuvent pas à un moment t'appeler pour dire je connais un tel, si t'es pas utile, c'est un peu compliqué de créer des liens profonds. Ça m'a pas empêché d'en créer, évidemment, notamment Nizar, Salomé, c'est comme ma famille quoi. Mais la plupart du temps, surtout dans des relations professionnelles et tout, j'avais un peu ce truc de c'est surfait quand même. C'est beaucoup d'entre-soi, beaucoup. Après j'évolue dans un milieu. Mais ce que j'allais dire, est-ce que c'est pas aussi propre au milieu? Oui, bien sûr, je fais des généralités évidemment, mais en fait dans ce milieu en vrai pour moi c'est assez malheureux. On finit par pas beaucoup se mélanger parce qu'on a des rythmes très différents. On n'a pas la même façon de vivre, c'est beaucoup le soir, on se retrouve beaucoup dans le bar, les déplacements, on a vite fait de se retrouver avec le même genre de personnes, parler des mêmes sujets comme si tout le monde vivait ça. Et d'ailleurs c'est exactement ce que je viens de faire, de partir du principe que tout le monde était comme ça. Donc il y a peut-être, ça vient aussi du milieu peut-être. Et puis il y a ce truc en tout cas dans ce milieu-là, il faut être là constamment. C'est-à-dire qu'il faut montrer que t'es là.
tu peux avoir le projet, c'est pas une question de talent pour le coup, à mon sens, mais il y a vraiment ce truc de représentation au-delà de tes concerts et machin, l'événement qui va bien, ça c'est bien si on t'y voit, tu vois. Et sauf qu'il y a plein de gens moi je me suis beaucoup posé la question, je me dis ok, alors là je suis là, mais concrètement moi j'ai beaucoup de mal à parler quand j'ai pas, par exemple quand j'ai pas de projet qui arrive, quand je suis dans une phase de création, que j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas ce truc de me survendre, j'évite de faire ça, de dire ah ouais mais en fait il y a plein de trucs qui m'attendent, machin, pour faire croire que c'est génial, alors qu'en fait très honnêtement je pense qu'on gagnerait tous à avouer que ce milieu est très complexe et qu'on galère tous comme des rats morts. Il y a souvent ce truc d'image à tenir, de ouais c'est galère mais t'inquiète, je suis sur un dossier, ouais. Restez connectés. Moi j'ai du mal, j'avais beaucoup de mal à dire ça, à faire ça, de plus en plus. Je deviens un peu Mais t'es pas la seule, c'était Kelly qui en parlait aussi. Oui. Kelly qui est DJ et prod. Oui. Et productrice, pardon, je vais le dire en entier. Très bel épisode d'ailleurs. Oh bah merci, ça lui fera plaisir. Mais qui m'en parlait et qui disait que elle, quand elle était vraiment au fond du trou, aller serrer les mains et faire des soirées, en fait, impossible. Mais du coup, tout le monde t'oublie. Ah oui. D'une certaine façon. Et c'est très compliqué parce que, surtout quand on est dans des phases où on n'est pas très bien et tout, moi j'ai tendance à dissocier complètement. Je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe ? Je suis qui ? Quoi ? Comment ? Où ? Mais je trouve, c'est quelque chose, j'y réfléchis beaucoup en ce moment, parce que justement, je vais être dans une phase où il va falloir que je parle de mon projet. Faire la promo, ouais. Je me dis qu'une autre façon de relationner est possible. J'ai notamment l'année dernière pendant le MAMA en 2024, c'est une convention de musique actuelle du coup, j'ai assisté à une table ronde d'une association qui s'appelle She Said So, qui est très très bien, et en fait on était en mixité choisie, donc il y avait que des femmes actrices de l'industrie de la musique, soit des artistes, soit des programmatrices ou des juristes, bref, et c'était hyper intéressant et ça fait vachement de bien parce qu'elle nous disait ce genre de salon, déjà on est en minorité, c'est souvent d'une violence extrême pour plein de raisons, parce que déjà ça finit très tard, donc ça exclut beaucoup de personnes, ça exclut les mamans potentiellement, ça exclut les gens qui sont pas en bonne santé, les gens qui sont handicapés aussi, et c'est un espèce de flou en fait, d'ambiguïté entre le pro et c'est fun parce qu'on fait de la musique donc c'est rigolo. Et puis quand t'es une femme dans la musique, tu es beaucoup ramenée à ton image physique. Totalement, il faut que tu sois belle. Ah oui, non, c'est horrible, c'est extrêmement rageant, et je suis contente que ce genre d'espace existe, et qu'on essaie, je pense, il y a beaucoup d'artistes qui essaient de repenser un petit peu le système qui convient vraisemblablement vraiment pas à tout le monde. Et j'ai bien espoir que ça change à un moment. T'as été un peu épargnée, toi, par ce système en tant que tel ? Le système sexiste, moi, oui. J'ai l'impression... Après, je dis oui, parce que, très honnêtement, j'ai pas vécu de violence. On ne m'a pas fait de remarques. Enfin, pas que je sache. D'accord. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas... En face. Pas en direct, voilà. C'est plutôt ça, parce que ça pourrait, tu vois. Oui, bien sûr. Non, j'ai pas eu beaucoup de remarques. Moi, c'est plus les questions de charge mentale dans la gestion de projet, quand on mène un projet, entre guillemets, seul, mais qu'on collabore quand même avec d'autres personnes. Tout ce qu'il y a à côté, le travail invisible, qu'on reconnaît pas forcément, et que même moi, parfois, je prends pour acquis, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça en tant que jeune fille d'abord, femme, je suis comme ça. En fait, t'es pas que la créative, t'es aussi celle qui gère tout le reste. Ouais. J'ai un peu ce truc-là de, parfois, c'est difficile de se positionner, entre guillemets, en leader de projet quand on est une femme, parce qu'on n'est pas éduqué de cette façon-là. Donc, non, j'ai pas eu, heureusement, de trucs en direct comme ça. C'est plus, sur des c'est un peu plus... Oui, c'est sur la charge mentale et le quotidien en général. Plus... Mais bon, là, je touche mon front pour m'épargner ce genre de... Mais oui, ça va très bien se passer, voyons. Bien sûr. J'ai une petite dernière question avant de passer à la question portrait chinois quand même. Oui. Je sais pas si je garderai au montage, pour être honnête, à voir. Mais tu as fait la première partie de Lola Young, de plein d'autres artistes internationaux. Ouais. Ça fait quoi, cette première partie ? Peur. Non, c'est génial. C'est une position assez particulière, je pense, en tant qu'artiste. Ouais. Alors, Lola Young, pour le coup, c'était particulier. C'était une soirée privée. Okay. On m'a contacté pour faire la première partie de cette soirée privée. C'était une soirée pour une marque.
Cool. Je vais pas la donner, ça sert à rien de faire de la pub. Non, Elle non, s'en mais porte c'est très très bien sympa. sans. Mais c'était vraiment chouette. Et Lola Young, enfin, alors moi, excusez-moi, mais je tiens à le dire, c'est ma révélation de là, de cette année, et je pense que ça va durer encore longtemps. Et je pense fort à elle, même si elle a pas besoin de moi, mais qui a annoncé récemment une pause dans sa carrière à cause de soucis de santé mentale et de trop de pression, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a bouleversée, que je sentais venir, très honnêtement, mais qui m'a bouleversée, et je la trouve très courageuse d'avoir mis en stand-by sa carrière. C'est un Parce peu que alors qu'elle est au pic, quoi. Bah ouais, mais justement, j'ai l'impression que ça se multiplie de plus en plus Oui. parce que t'as ces pics, notamment liés à TikTok. Ah ouais. T'exploses C'est absolument d'un pas coup. humain comme rythme, Et ça. ouais, c'est ça, tu te retrouves avec un rythme inhumain, On n'est avec pas une fait pour médiatisation folle, Mhm. alors qu'on sait que les médiatisations folles, c'est pas du tout une bonne chose. ouais, non. Et Ça n'a rien de naturel. c'est très bien cette d'arriver à histoire. faire une pause, mais c'est vrai que ça te coupe dans un élan aussi. Ah, ça doit être... C'est un vrai choix J'ose même pas professionnel, imaginer. quoi. Ah ouais. J'ose vraiment même pas imaginer le courage, la force que ça demande de faire ça. Bah, et de surtout... se faire passer en priorité, en fait. Ouais, là, et c'est tout que, simplement. c'est que vraiment c'était sérieux, quoi. Donc oui, Lola Young, moi j'étais impressionnée, et en Mhm. fait j'ai eu vent en gros il y avait ces musiciens, moi je faisais mes balances en gros pendant que eux c'était sur un bateau, sur un Ouais. yacht, et eux ils allaient, ils venaient sur le yacht et tout, et on faisait nos balances, et il y en a un je crois qu'elle a dit, c'est un mec de la sécu qui m'a dit qu'elle avait dit ah j'aime bien la vibe, et je suis là peut-être je suis pas sûre, Peut-être c'est qu'elle aime peut-être bien une la rumeur, vibe. mais peut-être que On prend la rumeur. moi je l'ai pris, je me suis dit vas-y, C'est ça va très me bien. donner de la force pour ce soir, et après j'ai eu la chance de la voir. J'étais tout devant, j'ai pleuré. Mon frère qui m'accompagne, qui est mon manager, qui était là aussi, pleurait. Ah, tu l'as pas dit ça que tu travaillais Oui, avec ton c'est frère. vrai, je ne l'ai pas dit, et je l'embrasse parce que c'est justement aussi pour ça que je suis très reconnaissante de mon entourage, parce que j'ai choisi et j'ai la possibilité de m'entourer de personnes très bienveillantes qui me sont très proches, et mon frère en fait partie, et on échange énormément sur tout ce qui est, voilà, notre vision des choses. On est très, on se ressemble beaucoup là-dessus, et les valeurs communes. Donc voilà, pour moi c'est une vraie protection. Et c'est très agréable d'évoluer à ses côtés, en fait. Ah, tu m'étonnes. Ouais, de naviguer avec lui. Donc voilà, on a pleuré tous les deux, c'est incroyable. et j'ai fait d'autres premières parties. Ouais, j'ai fait The Cat Empire. C'était trop bien. On a été trop bien accueillis, on s'est très bien entendu avec eux. C'est toujours très chouette, les premières parties. T'as le temps d'échanger un petit peu quand même avec les artistes. Ça dépend les salles, ça Ouais. dépend un peu aussi la config, où est-ce que sont les loges. Mais là, en l'occurrence, alors Lola Young, non, j'ai été un peu tétanisée, j'avoue. Je suis allée, et elle était pas très contente, je pense, je pense qu'elle avait besoin de retourner en loge, et j'avais pas envie d'être la relou de service. J'adore ce Oui. que tu fais, alors qu'elle était complètement tête baissée, en mode je vais dormir. Mais j'ai dit bravo à ces musiciens. Elle était accompagnée de 2 musiciens. Ouais, c'est et hyper important. Voilà. Mm. Donc je regrette un peu, mais je me dis que peut-être qu'on va se recroiser. Qui sait? Qui sait? Question portrait chinois pour Oui. toi, pour terminer. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je lui fais un truc un peu perché ou pas? Finalement, je vais faire assez pragmatique, mais parce que je trouve que c'est révélateur aussi de tes ambitions. Est-ce qu'il y a une salle de rêve où tu aimerais jouer? C'est marrant ça. Et Et une vraiment salle- de rêve. De rêve, ouais. Alors c'est le rêve, hein. Ouais. Le Royal Albert Hall. Allez, Ouais. oh là là, Ouais. incroyable. Oui, parce que en fait, c'est beau déjà. C'est d'une beauté folle. Et il y a, moi j'ai été un peu bercée avec un DVD d'un show que ma mère mettait tout le temps. C'est le show de Robbie Williams, qui est un chanteur anglais. Très drôle, hein, très drôle. Très drôle. Est-ce que c'est un truc de daronne commun? Non, alors, pour l'anecdote, j'écoutais son CD quand j'étais triste et que j'étais au collège chez moi en boucle dans ma chambre. C'est drôle. Donc voilà, on en revient aux émos. Mais ouais, mais voilà, en fait, il n'y a Mais pas oui, de non, mais je hasard. Hein, comprends. tout est... Et très drôle dans ses clips, il y a toujours des points d'humour. Ouais, des trucs et comme puis ça. il est très... J'aime beaucoup la façon dont il écrit des paroles. Lui, Mhm. pour le coup, il y va aussi, vachement. Il m'a beaucoup inspiré dans certains trucs. Et il y a le décalage aussi, le côté anglais, l'humour anglais. Ouais, maintenant, il c'est- prend des royalties en faisant des pubs pour Félix le chat, mais Ah, ça, j'avais pas, Ouais, je tu crois. vois, j'avais Mhm. pas vu. Moi, j'ai vraiment, ouais, c'est d'accord. bien de rester sur la salle de rêve. Ouais, et voilà, sur la le salle DVD. de rêve. Et en effet, c'est un concert qui est très touchant Mhm. et qui me ramène peut-être à un espèce de truc. Je me dirais que la boucle est bouclée, quoi. Genre, c'était un peu mes Bah premiers ouais. rêves, mes premiers fantasmes de scène. Et ouais, ça me plairait bien.
Voilà. C'est trop beau comme réponse. Merci beaucoup, Romy. Merci à toi. N'hésitez pas à aller écouter Poison and Cure. Du coup, je mettrai toutes les informations en description de cet épisode et je vous laisse avec la conclusion. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu peux retrouver tout ce qu'on a mentionné en note de cet épisode. Tu peux également t'abonner au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Ça te permet de recevoir une petite notif le mercredi quand je sors un nouvel épisode. Et comme ça, tu passes pas à côté de super interviews et d'épisodes solo de qualité. Je te conseille aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux @Clo-Clo-Club, notamment sur Instagram où je partage pas mal de dessins, de coulisses. Et moi, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!